Qu'est-ce qui fait que certains entrepreneurs trouvent le juste équilibre et pas les autres? Bonjour, je m'appelle Aurélie et je suis coach et amoureuse de la psychologie et de la compréhension de l'humain. Après plus de 5 ans de recherche et plus de 150 entrepreneurs et managers accompagnés à trouver le juste équilibre pour eux et ainsi retrouver de la sérénité au quotidien, j'ai établi une méthode autour de 3 piliers: la connaissance de soi, l'essentialisme, la reconnexion au corps. Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler des 5 étapes pour passer du déséquilibre à la recherche de l'équilibre, pour justement mêler efficacement bien-être et performance. Alors, où en es-tu toi dans ton cycle et comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Comment mêler efficacement performance et bien-être quand on est entrepreneur ou manager? Allons à l'essentiel. Je sais que tu te donnes à 200%, mais tu kiffes pas à 100%. Et tu aimerais être à 80% pour obtenir 120%. Ensemble, apprenons à ralentir. Et si la performance se trouvait aussi dans le ralentissement? Slower is faster. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cycles, et notamment de nos propres cycles, à nous en tant qu'humains. On fait partie de la nature, et donc comme tout dans la nature est cyclique, nous sommes aussi des êtres cycliques. Et c'est vrai qu'on c'est pas le genre de choses qu'on prend en compte, dans le sens, c'est pas forcément quelque chose qu'on conscientise. On prend pas le temps de conscientiser où est-ce qu'on en est concrètement dans notre cycle. On est toujours dans un cycle. On peut être au début, on peut être au milieu, on peut être à la fin, mais on est toujours dans un cycle. Et comme on a un peu le nez dans notre quotidien, qu'on prend pas forcément le temps justement d'avoir nos temps de recul, on prend pas forcément le temps de conscientiser où est-ce qu'on en est concrètement dans notre cycle. Et pourquoi c'est important de savoir où on en est? C'est important parce que c'est là où on va pouvoir justement mettre de la conscience sur où on en est, comment on se sent surtout, se poser la question comment on se sent, pour savoir où on en est, pour savoir quoi mettre concrètement en action et surtout pour pouvoir nous auto-équilibrer et éviter justement d'aller dans des grands déséquilibres, hein. Dans le premier épisode, on avait parlé de la notion d'équilibre, pour éviter de partir dans des grandes courbes très hautes et qui vont nous emmener à la hauteur où on a été très haut, on va aller très bas. C'est-à-dire on va avoir besoin, à la hauteur où on a énormément donné, on va avoir énormément besoin de se reposer. Voilà, donc ça va vraiment de pair avec la notion d'équilibre. C'est aussi une loi finalement de la nature, hein, qui est dans l'équilibre. C'est un peu ce qu'on appelle l'homéostasie dans la nature. Voilà, donc concrètement aujourd'hui, on se concentre sur tout est cycle, tout est cyclique. Et nous, en tant qu'humains, on est cyclique. Donc où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon cycle? C'est vraiment la question à se poser. Potentiellement, c'est les questions à se poser chaque matin. Déjà, c'est comment aujourd'hui je me sens? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon cycle? Parce que on a des cycles un peu comme les saisons. On en a parlé par rapport à l'équilibre dans le premier épisode. Dans une saison, c'est un cycle. Mais finalement, dans une année, il y a 4 saisons et une année, c'est aussi un cycle. Une journée, c'est un cycle avec le jour, le matin, le midi, avec le pic le midi, le soir où on redescend et ensuite c'est la nuit, etc. Donc il y a beaucoup de cycles qui s'enchevêtrent les uns dans les autres et le but c'est de savoir où est-ce qu'on en est dans notre cycle, où nous on en est personnellement. Ce que j'ai fait, c'est que à force d'accompagner des personnes, et déjà moi, à force de me demander justement où est-ce que moi j'en suis dans mes cycles, et à force d'accompagner des personnes et de leur demander où est-ce qu'elles en sont dans leur cycle, j'ai déterminé 5 étapes qu'on vit tous en fait, qui peuvent être justement des étapes plutôt déséquilibrées. Je vais commencer par les 5 étapes déséquilibrées pour en venir ensuite aux 5 étapes justement pour revenir à l'équilibre, pour équilibrer. D'ailleurs, équilibrer, c'est un verbe d'action, c'est-à-dire c'est pas j'arrive à l'équilibre, c'est j'équilibre. Donc dans le verbe j'équilibre, c'est un verbe en mouvement. C'est pas un verbe fini, c'est pas un état fini. Donc, comme il y a cette notion d'action, ça va être qu'est-ce que je peux mettre concrètement en action justement pour me maintenir. Alors, on en a parlé dans l'équilibre, on ne se maintient pas constamment en équilibre, on est en constante recherche de l'équilibre, mais pour éviter d'avoir des grandes variations et encore une fois aller dans des périodes justement d'épuisement. Ok? Donc, les 5 étapes qui fait que finalement on se déséquilibre relativement facilement. La première étape, c'est le début d'un cycle, c'est une phase d'inspiration. On est très inspiré, on a un nouveau projet, on a des nouvelles idées, euh,
donc soit on a un nouveau projet pro, un nouveau projet perso, on a des nouvelles relations, on a envie de mettre en place des choses. Donc c'est vraiment une phase d'excitation, on a beaucoup d'énergie par rapport à un projet ou une idée. Et ça nous emmène très rapidement à l'étape 2 où il y a beaucoup d'idées qui commencent à germer. Il y a plein d'idées qui fusent, qui partent dans tous les sens. C'est l'excitation qui part dans tous les sens. Ah tiens, j'ai pensé à ci. Ah mais attends, on pourrait aussi faire ça. Voilà, souvent on se retrouve, et moi la première hein, d'ailleurs, énormément dans beaucoup d'énergie, beaucoup d'excitation. Et surtout, on s'éparpille très vite. C'est une phase où les idées germent, mais aussi où nous, on a une grande tendance à s'éparpiller. Et c'est là où il y a déjà un warning qui commence à s'allumer, c'est que, on en parlera hein, juste après dans les 5 étapes qu'on peut mettre en place pour justement s'équilibrer. Là, c'est une phase où très vite, si on ne fait pas attention, on peut partir dans un éparpillement au niveau de notre énergie et donc on peut vite partir dans un épuisement tout doucement en fait, déjà dès le début. Et c'est là où on va commencer à mettre un warning, c'est que nous, on voit souvent la dernière étape, genre ah bah je suis épuisée, je comprends pas, oui effectivement j'ai beaucoup donné mais je comprends pas pourquoi je suis autant épuisée. Mais en fait c'est parce que c'est petit à petit que ça se met en place, dès le début. Ce qui nous amène à la 3e étape qui est une phase où on va déjà commencer à ressentir de la frustration parce que on a eu beaucoup d'idées dans l'étape 2. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont germé. Potentiellement, on a pris des notes de certaines idées, on a commencé à en parler à des gens, on a essayé de mettre en place. J'ai à peine eu une idée, ça y est, tac, j'ai créé un site internet, ça y est, j'ai tout de suite créé un site internet. On passe tout de suite dans le feu de l'action, dans le concret, sans vraiment s'organiser, sans planifier, sans voilà, on y va parce que on a beaucoup d'inspiration, on est très créatif. On a une phase de grande créativité, mais là on commence à avoir de la frustration parce qu'on met en place des choses, on fait beaucoup en fait, on donne beaucoup, mais finalement rien n'avance vraiment. Rien n'avance vraiment parce que on se retrouve sur plusieurs terrains en même temps, donc on est partout mais nulle part à la fois. Voilà, dans cette phase, dans cette étape 3, dans cette 3e phase, c'est souvent un moment où vraiment on commence à avoir de la fatigue qui commence à arriver, ce qui nous emmène tout doucement dans l'étape 4, qui là, ça va être une sorte de phase d'évitement, c'est-à-dire que on va avoir tellement donné, on va avoir tellement fait, mais un peu partout, qu'on va avoir l'impression d'avoir rien fait. Voilà, on s'est frustré, comme j'ai dit dans l'étape 3. Du coup, on commence à avoir des phases d'évitement, c'est-à-dire que on se sent submergé. Et il y a plein de choses qu'on va commencer à éviter. Par exemple, on a commencé à créer un site pour rapport à un projet. Du coup, on a commencé à en parler sur les réseaux sociaux, un peu tout feu, tout flamme, etc. Et comme on a commencé à en parler, hop, il y a quelques personnes, tiens, c'est intéressant ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Donc en fait, on commence à avoir aussi pas mal d'interactions, pas mal de demandes. Là, par exemple, c'est vraiment une notion que j'ai beaucoup dans les entrepreneurs que j'accompagne, c'est notamment les réseaux sociaux. Aller sur les réseaux sociaux et il y a plein d'infos partout, on sont submergés. En plus, on s'est un peu éparpillé juste avant dans les étapes précédentes. Donc, pareil, on s'éparpille et il y a trop d'infos. Il y a vraiment cette phase de je me sens submergée. Donc là, c'est une phase un peu d'évitement. On va commencer tout doucement, d'évitement qu'on peut aussi appeler auto-sabotage. C'est un peu cette phase où on a tellement donné, il y a tellement d'infos, on se sent submergé que on se fige un peu, on se fige tellement, voilà, c'est trop, et hop, on procrastine. C'est-à-dire, on arrête d'aller par exemple, sur les réseaux sociaux sur lesquels on avait commencé à parler de notre projet, on commence à éviter les conversations des collègues ou des amis, de la famille, bref, de toutes les personnes à qui on en a parlé, qui s'intéressent au projet. On va vraiment vers une notion d'évitement. Parce que, et c'est notre cerveau. Le cerveau, il est en mode survie. Lui, il a capté que vous aviez eu trop d'informations à ce moment-là. Il y a trop d'infos, je ne sais pas gérer. En mode survie, qu'est-ce que je fais? Bah, j'évite. J'évite tout ça. J'évite trop d'infos. Donc, j'évite trop d'infos. Bah, j'évite d'aller sur les réseaux sociaux. J'évite de publier. Comme j'évite de publier, bah, ça n'avance plus. Voire, j'en parle plus, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent une grande phase de pic dans les 3 premières étapes qui va vite retomber un peu comme un soufflet à l'étape 4. Et ensuite, on arrive à l'étape 5 où finalement, bah, là, c'est vraiment la phase d'épuisement. Souvent, bah, on n'en peut plus. C'est-à-dire à la hauteur où on a beaucoup donné dans les premières étapes, bah, on a besoin de récupérer à cette hauteur-là, dans cette dernière étape. Et c'est pour ça que moins on fait attention dans les étapes précédentes, moins on conscientise où on en est, comment est-ce que je me sens au fur et à mesure, moins je prends ma température, bah, plus finalement, comme je fais pas attention, bah, je pars dans des extrêmes finalement.
et bah, plus à l'étape 5, j'ai besoin de récupérer. Après, on se demande, par exemple, ça peut aller jusqu'au burn-out, hein, mais pas forcément. C'est-à-dire que ça peut être tout simplement une grande phase d'épuisement. Parfois, on comprend pas. On se dit, non, mais je comprends pas, j'ai rien fait. Bah oui, parce qu'en fait, on a commencé à s'éparpiller un peu partout. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression qu'on fait un petit peu, mais en fait, on fait pas vraiment. Et comme on a cette impression-là, bah, finalement, on a vraiment cette impression de, j'ai pas avancé, j'ai rien fait. Donc on se dit, bah non, je peux pas procrastiner, là, je peux pas me permettre de rien faire, je peux pas me permettre de m'arrêter, c'est pas possible parce que de toute façon, j'ai rien fait. Et en fait, on se rend pas compte, mais on s'est tellement éparpillé un peu partout, on a tellement éparpillé notre énergie que bah, déjà, on a l'impression d'avoir rien fait. Et du coup, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de se donner l'autorisation de souffler, d'arrêter et justement d'avoir même ponctuellement, parce qu'on parlait qu'il y ait des cycles dans des cycles, on ne s'autorise même pas à avoir ponctuellement des pauses au milieu de ces étapes-là. Voilà, donc c'est un peu l'image et on va dire le résumé que je peux retrouver dans les porteurs de projets que j'accompagne ou dans les entrepreneurs que j'accompagne. C'est voilà, ces 5 étapes. Si on n'y fait pas attention, vraiment, on peut partir dans des sortes d'extrêmes qui fait qu'après, on a extrêmement besoin bah, de s'éloigner de tout ça et de récupérer, en fait. Et c'est vraiment là où moi, je mets un gros warning. Et je suis la première aussi à partir là. Enfin, j'étais la première à partir là-dedans. Maintenant, je le fais beaucoup moins parce que justement, je m'autorise à conscientiser comment je me sens, comment est-ce que je vais au fur et à mesure, chaque jour. Alors, je le fais pas forcément chaque jour, hein, ce serait un peu utopique évidemment. Le mieux, c'est de se le demander le plus souvent possible, mais le plus souvent, et franchement, moi j'arrive à le faire pratiquement chaque jour maintenant, de me demander, ok, comment je me sens aujourd'hui, en fait. De prendre un temps le matin avant de te lever dans ton lit, de te dire, ok, comment est-ce que je me sens aujourd'hui là dans mon corps? Comment est-ce que je me sens aujourd'hui dans ma tête? Et finalement, de faire aussi en fonction de ça. Pas que, mais aussi à prendre en compte l'état actuel dans lequel je suis, comment je me sens. Donc on en arrive aux 5 étapes. Quelles sont les 5 étapes finalement pour s'équilibrer suite à ces 5 étapes justement plutôt de déséquilibre? Quand on est dans la première phase qui est, voilà, on est inspiré, on est créatif, on a plein d'idées, c'est déjà de s'autoriser à tout noter, mais vraiment de les noter sur, alors le mieux c'est sur papier, ça peut être aussi sur ordinateur, ça peut être sur un document, par exemple, on utilise beaucoup Google Doc, nous, avec les personnes que j'accompagne, c'est ok, mais ça c'est une phase où c'est super de pouvoir écrire à la main, un peu en mode brainstorming, en vrac, et justement, le but, c'est surtout pas de faire des belles phrases, des belles structures, de bien écrire quoi que ce soit. Le but là, c'est de réduire la pression au maximum et d'avoir du coup le moins de pression possible et de se concentrer sur tout noter, même tout ce qui peut paraître superficiel, on voit pas le lien. Non, on note tout. Tout, tout. En général, en début d'un projet, moi, ce que je fais avec les entrepreneurs, dans cette partie-là, c'est vraiment la partie structuration de projet où on va même annoter qui je suis, quelles sont mes valeurs, comment j'ai envie d'inspirer le monde, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en retire aussi de l'énergie. Et dans cette phase-là, on s'autorise à tout noter, et même si ça n'a rien à voir, même si on se dit je vois pas le lien, mais ça me parle, ça m'inspire, etc. Ça permet aussi juste de mettre des mots, de mettre des mots sur là où on en est aujourd'hui, de faire une sorte d'état des lieux en fait. Donc ça, c'est la première étape, de vraiment de noter sans jugement, sans pression. Et c'est vraiment important que je vais le répéter, mais de noter sans jugement, sans pression les idées dans un carnet, quelque chose de neutre en fait. Deuxième étape, là maintenant on va pouvoir partir euh, dans quelque chose de plus structuré. Donc prioriser ses idées. Prioriser ses idées ou ses projets. Dans prioriser, il y a le fait déjà de trier, c'est-à-dire que on n'y pense pas forcément, mais déjà de créer du lien. Effectivement, entre plusieurs idées, entre plusieurs projets, évidemment, il y a des choses qui diffèrent, mais on oublie souvent aussi qu'il y a beaucoup de choses qui fédèrent. Il y a de la création de liens. Et moi, j'adore voir ça chez les entrepreneurs que j'accompagne. C'est parfois, ils me parlent de trois choses qui n'ont rien à voir, complètement différentes, mais c'est trois choses qui sont très importantes pour eux. Euh, et parfois, voilà, de faire le lien. Par exemple, j'ai accompagné une entrepreneuse qui est masseuse. Et vraiment, déjà, dans sa manière de faire du massage, c'est, voilà, moi, je fais du massage pour euh,
comment dire, pour recentrer les personnes sur leur corps, pour qu'ils puissent ressentir à nouveau des sensations dans leur corps. Donc déjà, il y avait cette sensation-là au niveau corporel. Et c'est une personne qui se lançait aussi en copywriting et qui faisait d'ailleurs des formations aussi en massage. Ben, elle voyait pas du tout, par exemple, de lien entre le massage et le copywriting, qui d'ailleurs, en premier lieu, là, comme ça, personne forcément le voit. Mais en fait, il y avait ce point commun déjà, c'est elle et c'est ses valeurs et c'est ce qu'elle a envie d'amener justement dans ses projets. Donc notamment dans le massage, elle voulait reconnecter les sensations corporelles et par les mots, c'est exactement ce qu'elle veut faire aussi en fait. C'est reconnecter les gens par la puissance des mots, par le pouvoir des mots. Reconnecter dans les sensations parce que les mots peuvent faire, comment dire, transmettre des émotions. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de ressentir, de se reconnecter. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, c'est cette histoire de créer du lien même entre des valeurs, des projets, des idées qui, en apparence, n'en a pas forcément. Et c'est comme ça aussi qu'on crée finalement une prestation, un projet, une idée unique finalement aussi, où on crée des liens mais qui nous parlent à nous. Ensuite, on arrive à l'étape 3 qui va être de déterminer euh, le ou les objectifs et les sous-objectifs. Donc après, comment dire, de diviser cet objectif en sous-objectifs. Donc, c'est-à-dire ok, j'ai des idées, très bien, je les ai priorisées. Donc, c'est-à-dire que là, c'est l'idée la plus importante, la deuxième, la troisième, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, plus le temps va passer, plus, bah, tiens, cette idée-là, en fait, ça me parle pas du tout. Tiens, cette idée-là, c'est marrant, j'avais pas fait ce lien-là 2, 3 semaines après. Parfois, on est sous la douche, tac, on fait des liens qu'on n'aurait jamais fait avant. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau inconscient. Le fait de dormir sur ces idées-là, le fait de les avoir notées sur papier, et le fait de les avoir matérialisées, en fait, mis dans la matière. Donc déterminer ses objectifs et ses sous-objectifs, ça fait partie un peu de la priorisation, mais là il y a vraiment une notion de je me fixe des objectifs simples, concrets, actionnables, que je peux mettre facilement dans la matière et que je vais vraiment diviser en micro-tâches. Et c'est là où c'est le plus important, c'est que ces micro-tâches, par rapport à ces projets ou ces idées, il va falloir les planifier, les mettre dans un planning. En fait, il faut les mettre directement dans ton agenda. Si tu ne les mets pas directement dans ton agenda, elles ne seront pas faites, en fait, ces micro-tâches. Donc là, le but, c'est vraiment de prendre ces micro-tâches, de les mettre directement dans ton calendrier. Ce qui n'est pas, en général, ce qui n'est pas mis dans un calendrier n'est pas fait. C'est pas parce que tu as une to-do où tu te dis, tiens, je vais regarder de temps en temps. Non, quand c'est dans le calendrier, c'est marqué que de 9 à 10, tu fais cette tâche-là. Voilà. Et donc, il y a vraiment cette notion de je m'y mets, en fait. Je me mets en action. Il y a vraiment cette notion de se mettre en action, de mouvance. Et d'ailleurs, dans cette planification, il y a des planifications dans mon planning. Je vais mettre ces micro-tâches dans le calendrier de manière réalisable. Et après, j'ajuste aussi, je teste, j'ajuste. Et placer des moments de rien, des moments de vide, des moments de ressourcement. Pas que des moments où toute la journée, j'enchaîne de 9 à 10, c'est la micro-tâche numéro 1, de 10 à 11, c'est la micro-tâche numéro 2, etc., etc., etc. D'ailleurs, même se poser la question chaque jour, ça c'est un peu la question qui revient à la notion d'essentialisme. Quelle est la chose essentielle, donc quelle est la tâche, quelle est la micro-tâche que je peux faire aujourd'hui, que si je la fais aujourd'hui, ça me permettra d'avancer concrètement sur mon projet. C'est-à-dire, hop, j'ai avancé. Je suis passée d'un point A à un point B concrètement. Voilà, donc revoir ses priorités de manière voilà, par priorité, chaque jour, quelle est la chose essentielle que je peux faire. C'est pas la peine de se mettre 10 micro-tâches par jour. Ne serait-ce que se mettre une micro-tâche par jour, c'est énorme. Et une micro-tâche, ça peut être quelque chose de tout petit en termes d'organisation, comme ça peut être quelque chose de un peu plus complexe. Voilà, ça peut être tout simplement une tâche justement, micro-tâche du lundi matin, ça peut être je planifie toutes mes micro-tâches de la semaine. Et une autre micro-tâche, ça peut être comme là aujourd'hui, moi, ma micro-tâche de la journée, c'était faire mon podcast. Et après, il y a plein de micro-tâches, il y a plein comment je m'organise pour faire mon podcast, l'enregistrer, pouvoir l'héberger sur ma plateforme, pouvoir le mettre en ligne, etc., etc. Après, il y a plein de micro-tâches, évidemment. Mais voilà, et ça me dit, ok, j'ai avancé concrètement dans mon projet. C'est dans la matière, j'ai avancé.
Et cinquième et dernière étape, et qui n'est pas des moindres, c'est les récompenses régulières. C'est hyper important de se récompenser régulièrement pour le fait d'avancer concrètement vers ce qui est important pour nous, en fait. Donc ça peut être me donner des moments off, des moments vraiment de rien du tout, des moments où je fais rien, des moments de méditation, des moments où tiens je vais mettre de la musique, je vais danser, des moments où je m'autorise à aller au resto, tiens j'invite mon compagnon, ma compagne, mes amis, je ne sais pas, au resto, ou je vais boire un verre au bar, ou tiens je vais aller à un concert, ou tiens j'ai toujours, ça fait un moment que je voulais m'acheter tel objet ou telle expérience, bah, c'est le moment de le faire. Voilà, régulièrement, pour se récompenser, pour se dire c'est bien. Parce que c'est facile de se dire j'ai pas avancé sur telle tâche. Et c'est beaucoup moins facile, en tout cas pour les entrepreneurs que j'accompagne, dont le mental tourne beaucoup justement, c'est beaucoup moins facile de voir qu'est-ce que j'ai déjà fait. Donc c'est très important de voir régulièrement qu'est-ce que j'ai déjà fait et de se récompenser régulièrement par rapport à ça. Voilà, donc c'est important pour résumer, c'est très important de se demander régulièrement où est-ce que j'en suis dans mon cycle, comment est-ce que je me sens aujourd'hui, comment est-ce que je me sens cette semaine, comment est-ce que j'ai envie d'avancer, comment est-ce que j'ai envie de m'organiser, du coup comment je m'auto-régule. D'accord? Et quelque chose de très important aussi, et qu'on se laisse peu le temps de faire aussi, c'est qu'à la fin de chaque cycle, à la fin d'un cycle, c'est la mort en fait. C'est comme une fleur. Il y a une graine, ça va naître, il va y avoir une fleur et elle va mourir pour mieux renaître. Bah, nous, c'est pareil. À la fin d'un cycle, c'est hyper important de, entre guillemets, se laisser mourir. C'est-à-dire de laisser mourir la version actuelle qu'on est pour faire place à une nouvelle version de nous-mêmes. Et accueillir cet état de, là, c'est la fin d'un cycle, je suis fatiguée d'avoir fait tout mon cycle en fait et j'ai besoin de lâcher, j'ai besoin de lâcher et j'ai besoin d'accueillir ce moment de relâchement pour arrêter justement de subir et encore mieux repartir parce que tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc au mieux tu accueilles ces moments-là de fin de cycle, de voilà, j'ai ma récompense, c'est un moment off, je lâche, je me repose, je m'accorde une journée où je fais rien, je m'accorde une grasse matinée. Plus tu accueilles ces moments où tu as besoin de ça, plus vite tu repartiras en fait dans un début de cycle. Voilà, c'est la notion que je voulais t'apporter aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir parlé. En tout cas, je te pose une dernière question. Comment tu te sens aujourd'hui et où en es-tu toi dans ton cycle actuellement? Ce podcast t'a plu? N'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin, à prendre 30 secondes pour ajouter une note au podcast, à rejoindre le canal Telegram pour des conseils actionnables au quotidien et à te demander quelle est la pépite que tu retiens de ce podcast. Comment peux-tu l'implémenter concrètement dans ton quotidien? L'une des meilleures façons de retenir ce qu'on apprend, c'est de l'expliquer à quelqu'un. Alors choisis une personne à qui ça pourrait être utile et explique-lui ta pépite et son contexte dans ton quotidien.